Bonjour à tous, nous sommes sur le stand de l'UPSADI et de la FEDEPSAD et nous recevons aujourd'hui Daniel Guilherme. Vous avez été longtemps infirmier libéral installé à Guimillot dans le Finistère et vous êtes depuis 2018 le président de la Fédération nationale des infirmiers et infirmières, qui est la première organisation d'infirmiers libéraux en France. Voilà. Et j'ajoute que vous êtes aussi l'ex-animateur de CER Consulting Santé, qui est une entreprise, une structure d'ingénierie qui est reliée à la FNI. Voilà. Et donc avec nous aussi ce matin, nous aurons Patrice Rixin de la FEDEPSAD et Pierre Boursier de l'UPSADI. Bonjour à tous. Et on va beaucoup parler, bien sûr, de l'assistance santé à domicile et du maintien à domicile. Alors, première question, Daniel Guilherme, l'essor important des prestataires de santé à domicile ces dernières années, quel rôle a-t-il eu sur l'activité et sur le rôle peut-être aussi des infirmiers libéraux ? Cet essor en fait s'inscrit dans un contexte en fait démographique qu'on connaît tous, un vieillissement de la population. On a une explosion des maladies chroniques et tout ça intervient dans le cadre d'une stratégie nationale de santé qui prône en fait ce qu'on appelle le virage ambulatoire et maintenant l'approche domiciliaire. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un transfert d'activité de l'hôpital vers la ville avec une diminution moyenne des durées de séjour qui est extrêmement importante. La mise en place de la chirurgie ambulatoire, la mise en place de la RAC. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, il faut trouver des acteurs susceptibles de relever les défis. D'accord. Ce mouvement va dans la bonne direction, selon vous ? Ce mouvement, de mon point de vue, va dans la bonne direction. On était sur un modèle hospitalier qui datait des années 70, avec des modalités d'organisation en termes de réalisation des soins qui n'avaient pas beaucoup bougé. Ça s'est énormément accéléré depuis une dizaine d'années. Et je pense que ça va continuer à s'accélérer. D'accord, mais pas facile parce qu'il y a aussi un problème de démographie des professions de santé. Il y a un problème de démographie des professions de santé, notamment au niveau des médecins généralistes. Alors, pour ce qui concerne notre profession, nous on s'inscrit dans une dynamique démographique qui est quand même assez soutenue. Si on prend les 20 dernières années, on est en moyenne entre 4 et 4,5% de croissance démographique. Maintenant, est-ce que ça suffira en fait à assumer les charges en fait et le tsunami de personnes âgées qui va demander son maintien à domicile? Ça, c'est pas sûr. Bien sûr. Comment se passe concrètement la collaboration entre les IDEL d'un côté et les services de prestation de santé à domicile de l'autre, et notamment à leur sein les IDEC, les infirmières de coordination? Alors, j'aurais tendance à dire qu'elle se passe bien. Elle se passe bien. Alors il y a toujours on a tous les uns les autres en fait des craintes. Il existe parfois des histoires de chasse, mais globalement en fait ça se passe bien. De toute façon on a nous en fait une conscience aiguë qu'on aura besoin des prestataires. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui au domicile des patients des prises en charge qui sont de plus en plus techniques, qui nécessitent de plus en plus de matériel technique et de compétences techniques. Donc on aura évidemment besoin des prestataires. D'accord. Même question à vous, Patrice Rixin. Comment ça se passe sur cette répartition des rôles et des tâches entre PSAD et infirmières libérales ? On a des points de convergence forts qui sont en tout premier lieu le fait que les IDEL et les prestataires de santé à domicile sont présents dans les territoires. Nous sommes des acteurs de proximité. Donc déjà, quand un patient doit avoir une solution et qu'il y a du matériel qui doit être mis en place, en complément des soins, on se retrouve sur le terrain. Et ça a commencé dans les années 80-90 déjà. Donc sur le terrain, les relations et la répartition des missions est relativement claire. D'un côté, on a un infirmier libéral qui va faire le soin, qui va s'occuper, qui est véritablement le professionnel de santé qui fait l'acte auprès du patient et qui l'accompagne. Et de l'autre côté, vous avez au niveau des prestataires de santé, des infirmiers, des infirmières qui sont des IDEC, qui ne font pas de soins, mais qui sont le soutien ou qui viennent en relais pour l'infirmier libéral dès lors qu'il faut de la compétence, de la technicité sur des dispositifs médicaux, avec les évolutions technologiques, avec la diversité des protocoles et avec tout le backup, tout le SAV, tout l'accompagnement qui est nécessaire. Et il y a largement de quoi occuper les uns et les autres pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Puisque sur des prises en charge qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus complètes, il y a véritablement de quoi occuper un IDEC de PSAD
sans qu'on ait à chercher à faire du soin. Et l'IDEL a largement de quoi faire pour s'occuper du patient. C'est souvent même un problème de ressources qui se présente sur le terrain. Et donc ces débats-là n'existent pas sur le terrain en fait. En réalité, ils n'ont jamais existé. D'accord. Pas de souci non plus sur le terrain, Pierre Boursier, selon vous? Non, je dirais que la plupart de nos infirmières, enfin de nombreuses infirmières de coordination, ont déjà été infirmières libérales dans le passé. Donc elles connaissent très très bien le métier avec les gens avec qui elles travaillent au quotidien. En fait, je pense que c'est important. Juste, elles viennent davantage du libéral que du secteur hospitalier? Non, elles viennent les deux, mais la plupart ont goûté au libéral, d'ailleurs avec plaisir la plupart du temps. C'est des métiers différents certes, mais très complémentaires. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que bien entendu, les solutions se trouvent en proximité. Et c'est là où vraiment ça se passe en fait. Après, on peut avoir des débats sur qui fait quoi et comment on travaille, mais chaque patient est un cas particulier et à chaque fois on met en place les meilleures conditions pour que ça se passe vraiment dans les meilleures conditions possibles. Donc moi je ne suis pas vraiment, on va dire, inquiet sur la façon dont on travaille ensemble. On a vraiment le même objectif. Comme le disait Patrice, l'objectif c'est quoi? C'est que quelque part les prescriptions du médecin soient respecté à la lettre et que le patient reste dans les meilleures conditions possibles le plus longtemps possible à domicile. Parce que de toute façon demain, on le voit, à l'hôpital, il y aura de façon caricaturale plus que les urgences et la maternité. Une fois de plus, c'est un peu résumé ce que je donne, mais il y aura de moins en moins de place pour les cohortes de personnes âgées, heureusement en meilleure santé qu'elles l'étaient ne serait-ce qu'à 10 ou 15 ans, qui quelque part vont devoir rester chez elles assez rapidement, quoi. D'accord. Le plus longtemps possible. Concrètement, si on prend des exemples comme l'insulinothérapie, les soins la nutrition ou encore l'assistance respiratoire, qui fait quoi entre les libéraux et les PSAD? Ces prises en charge nécessitent une logistique, donc du matériel technique, on a les pompes, on a les respirateurs, donc on a besoin effectivement d'un soutien technique et logistique. Les prestataires en fait fournissent le matériel et forment les infirmières qui ne sont pas forcément rompues à l'utilisation de tel ou tel matériel, donc il faut effectivement que la prise en charge soit sécurisée et qu'elles savent utiliser ce matériel-là. Donc l'IDEC à ce moment-là forme l'infirmière à l'utilisation de ces matériels. Il y a toute la gestion de l'approvisionnement qui est également fait par l'IDEC quand on nécessite des poches de soluté, etc., des dispositifs. Ouais. Et derrière, nous, on réalise le soin. Alors, on réalise le soin en relation évidemment avec le prestataire, en relation avec l'IDEC et en relation aussi avec parfois les spécialistes et les services hospitaliers qui ont prescrit la prise en charge. D'accord. Merci. Des exemples aussi sur ces points-là? Alors oui, on peut compléter un peu le propos de Daniel parce qu'il y a un autre élément que le prestataire met en œuvre justement pour permettre la prise en charge à domicile dans de meilleures conditions et plus de sécurité, plus de garanties, c'est qu'en fonction des dispositifs, on parlait des pompes, elles sont concernées, nous avons des services d'astreinte qui interviennent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que l'IDEL ne se retrouve pas démuni en cas d'un problème technique sans recours avec un prestataire qui ne serait pas présent. Et c'est là qu'on parle bien de continuité de prestation, chacun va jouer son rôle, mais est présent et s'est organisé au fil du temps pour qu'il n'y ait pas de coupure et que la sortie ou le maintien à domicile ne soit pas remis en cause avec une hospitalisation en urgence, avec tout ce que ça pose comme problème aujourd'hui. Bien sûr. Et nous veillons beaucoup à la qualité de la formation que nous faisons vis-à-vis des infirmiers libéraux. C'est important d'avoir justement une traçabilité, de telle façon qu'à un moment donné, ce soit clair et que l'infirmière de coordination ait vraiment fait le travail jusqu'au bout en termes de formation et s'assure bien que les matériels qui sont à disposition sont bien compris et utilisés par les infirmières libérales pour éviter le moindre souci qu'on peut avoir en termes d'utilisation. Et notamment le recours au coup de téléphone parce qu'on a un problème d'utilisation. Dans ce cas-là, un coup de fil, un mail peut... ça peut fonctionner, mais l'idéal c'est quand même de rencontrer systématiquement les infirmières libérales au moment de la prise en charge. Donc la plupart du temps, surtout pour prise en charge difficile ou aiguë, le rendez-vous et l'installation se fait en présence également de l'infirmière libérale. On essaie de faire ça en sorte pour que ça se passe le mieux possible. D'accord, et ensuite on se revoit périodiquement ou... On s'appelle, on se revoit, on travaille ensemble, en bonne intelligence et en complémentarité. Au besoin en fait. Au besoin. Donc on a ce temps de coordination avec l'IDEC qui est important puisque effectivement c'est à ce moment-là qu'on s'accapare la prise en charge. Et si ça se passe bien et s'il n'y a pas de souci après, normalement ça roule en fait. D'accord.
Ok. Alors je voulais aussi, Daniel Guilherme, que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'est l'infirmier référent dont on a parlé dans le cadre de la réforme, de la loi Valtou, qui avait été une proposition de loi déposée en tant que député par l'actuel ministre et qui bien sûr va se concrétiser un jour. Alors, où est-ce qu'on en est et D'accord. qu'est-ce que ça va supposer? Alors, l'infirmier référent est une mesure qui est prônée par la Fédération nationale des infirmiers depuis 2012. Nous l'avions intégré dans un livre blanc qui, de manière assez hasardeuse, s'appelait Horizon 2030. Et je fais allusion en fait au parti politique de Frédéric Valtou. D'accord. Bon, c'était totalement un hasard, bien entendu, mais Ah, oui. la mesure infirmier référent, on l'a demandé pourquoi. On considère, nous, qu'au regard du double défi qu'on a relevé, l'explosion des maladies chroniques et le vieillissement de la population, il faut mettre en place et responsabiliser un socle d'acteurs qui constituera un levier systémique de réorganisation du système de santé. Ces acteurs sont le médecin, l'infirmier et le pharmacien. Pourquoi? Parce que ce sont ces professions-là qui sont en fait le plus exposées au double défi et qui devront répondre en tout cas en masse à ce double défi. Il existait le statut de médecin traitant, le statut de pharmacien correspondant est arrivé derrière et nous on voulait consacrer en fait un statut d'infirmier référent. Pourquoi? Parce que ça nous permettra à terme, une reconnaissance et la possibilité en tout cas de signer des accords conventionnels tripartites. D'accord. Sur des thématiques particulières. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on sait que la mauvaise observance thérapeutique, c'est-à-dire la mauvaise utilisation des traitements, est à l'origine d'à peu près 15 milliards de dépenses en coûts directs et indirects par an en France. 15 milliards d'euros. C'est pas rien, surtout par les temps qui courent. Par les temps qui courent, c'est pas rien. Donc, si on arrive à faire des économies, ne serait-ce que de l'ordre de 10%, c'est 1,5 milliard. Ouais. La redistribution, en tout cas, de ces ressources permettrait de fluidifier en fait notre secteur et s'inscrire dans un cercle vertueux. Donc, on a cette profonde conviction qu'il faut s'appuyer sur ce triptyque socle, qui n'est pas un triptyque exclusif, c'est-à-dire qu'on va incorporer en fait des kinés, des orthophonistes au besoin, etc., etc. Mais par contre, il constituera le socle. Où on en est aujourd'hui, il est paru dans la loi, donc c'est inscrit dans la loi. Il nous manque les textes d'application. Le décret d'application nous a été soumis pour concertation. C'est un décret très simple qui définit essentiellement deux missions, la coordination et l'éducation en fait, thérapeutique et la prévention. D'accord. Donc on inscrira en tout cas nous nos actes et les missions de cet infirmier référent dans ce champ-là. D'accord, la sortie de ce décret, on peut l'espérer pour quand? Dans les prochaines semaines. D'accord, donc très rapide. Très rapidement, oui, parce qu'on met la pression sur le ministère. D'accord, dans les prochaines semaines, avec une mise en place à la rentrée ou... Avec une mise en place qui se traduira conventionnellement pour ce qui nous concerne, nous, en fin d'année, puisque nous rentrerons en négociation conventionnelle en fin d'année. Nous avons intégré depuis hier, donc c'est récent, un cycle de groupe de travail avec la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. On a plusieurs thématiques, on doit avoir 4 thématiques principales et 6 groupes de travail. Et ça va s'étaler en fait jusqu'au à peu près 15 juillet. D'accord. À partir de ce qui ressortira de ces groupes de travail, on aura de la matière pour rentrer en négociation conventionnelle et ça devrait se situer début automne, fin d'année. Ouais. D'accord, donc après les médecins autour des infirmiers. Oui, on l'espère, on l'espère. D'accord. Le rôle d'infirmier référent et la reconnaissance de l'infirmier référent, vous êtes preneur en tant que partenaire? Alors, c'est un statut qui est totalement légitime et c'est une juste reconnaissance d'une réalité et de choses qui sont en place depuis longtemps. L'infirmier libéral a un rôle véritablement central et c'est souvent celui qui passe le plus souvent au chevet du patient. Oui, bien sûr. Et derrière, le reconnaître son rôle de référent, encore une fois, c'est remettre les choses dans leur contexte et dans le bon ordre. Et on est nous toujours très intéressés par ces évolutions-là qui nous permettent de mieux formaliser les relations, les rapports, les échanges et de donner un cadre réglementaire et qui permet justement de construire la prise en charge des patients à domicile. Les échanges, la coordination, elle existe depuis longtemps entre nos professions, mais plus on a de cadres, mieux on se porte. Et donc c'est une très bonne chose à ce titre. D'accord. Pierre Boursier, une bonne chose aussi? C'est une excellente chose, notamment je pense aux maladies chroniques. Parce que quand vous avez quelqu'un que vous suivez pendant des années, le fait d'avoir au-delà du médecin traitant un contact régulier et récurrent, c'est très important.
parce que les maladies évoluent. On parlait de l'observance et je vous rejoins totalement. L'observance ou la prévention, par exemple, c'est un nouveau défi. On devrait, je pense, demander à des gens comme nous ou des infirmiers, qui soient IDEC ou qui soient libéraux, d'ajouter dans leur mission ou d'incorporer dans leur mission, alors après les négociations on va dire conventionnelles c'est autre chose, mais d'intégrer ces deux choses qu'on devrait faire plus à domicile, la prévention bien entendu, également l'observance, parce que l'observance, et je suis complètement d'accord avec Daniel, quand on voit les médicaments qui sont jetés, qui ne sont pas utilisés, ou les traitements qui ne sont pas pris, avec en plus les conséquences de réhospitalisation, c'est juste dramatique, et c'est ce qui coûte vraiment hyper cher. Donc je pense que là il y a des choses à faire de façon importante, mais je pense au niveau chronique notamment, ça sera un véritable plus pour faire en sorte que le patient soit dans les meilleures conditions possibles en termes de répartition des tâches. Enfin, en tout cas je le crois. Maintenant ça dépend ce qu'il y aura dans le texte aussi, on attend de voir ça, parce que est-ce qu'il y aura peut-être possibilité de faire plus de prescriptions? Je ne sais pas, ça serait aussi partie des choses qui sont discutées. Nous, notre position est de dire que de toute façon on ne va pas être désœuvré. On ne sera pas désœuvré. Cette mesure, en tout cas d'infirmier référent, va consacrer effectivement la place de certains acteurs dans l'approche domiciliaire. Alors, nous évidemment, mais par effet rebond en fait, tous les acteurs qui gravitent autour du patient dans l'approche domiciliaire, pour nous c'est une excellente chose. On l'attendait depuis 12 ans. Il y a à peu près une unanimité syndicale là-dessus ou... Alors, au début, non. J'aurais tendance à dire au début, non, parce que quand on a développé le concept en 2012, on n'était pas suivi en fait par les autres syndicats. Assez curieusement, en fait, quand on a... C'est une idée de la FNI. C'est une idée de la FNI, tout à fait. Vous pouvez on peut la tracer. Hein, elle est dans notre manifeste de 2012. Et on a poussé, nous, on a d'abord en fait eu un projet porté par Thomas Mesnier, qui en fait appartenait également au même groupe parlementaire. Quand il était député. Absolument. Ouais. Et en fait, son éviction en fait de l'Assemblée nationale a contraint un autre parlementaire à prendre le flambeau. Et on a poussé en fait nous cette mesure dans la loi Valtou. D'accord, la même famille politique d'ailleurs. Même famille politique. D'accord. Merci. Alors je voulais aussi que vous nous disiez un petit mot sur le travail que vous avez fait avec les fédérations UPSADI et FEDEPSAD sur un dossier dont on parle beaucoup actuellement, qui sont les soins palliatifs. Donc pourquoi cette concertation et sur quoi avez-vous débouché ? Or nous on part en fait du postulat qu'il va y avoir énormément de travail en fait dans les années qui viennent, lié au changement contextuel et aux défis démographiques à relever. On voit qu'il y a une volonté en fait sociétale qui s'exprime très clairement aujourd'hui, c'est le maintien à domicile, autant que faire se peut en tout cas, et qu'il va falloir y répondre. Nous on pense qu'il faut multiplier les effecteurs et qu'il n'y ait pas de confiscation en tout cas de ces prises en charge par un seul secteur. Ce n'est pas un secteur qui doit être strictement hospitalier. Quand je pense hospitalier, c'est établissement et services d'HAD. Oui. On peut aujourd'hui, dans certains cas, soulager les services d'HAD. On peut le faire de manière qualitative et quantitative également. Donc voilà, il y a de la place en fait pour tous les acteurs. Nous, ce qu'on trouve intéressant en fait dans le travail qu'on réalise avec les prestataires, c'est l'inscription effectivement de ces travaux dans ce qui a été dit, la proximité. On est vraiment des acteurs de proximité. On visite en fait de manière quotidienne, voire pluriquotidienne, des millions de patients. Et partout, il n'y a pas de désert infirmier en France, contrairement aux déserts médicaux. Je vous ai parlé de la croissance démographique tout à l'heure. Même si on note un petit ralentissement dans l'après-crise sanitaire, on a aujourd'hui en fait un tissu libéral infirmier qui est assez dense. D'accord. Pierre Boursier, sur ce point, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, je pense que je rejoins l'histoire des déserts médicaux, qui d'ailleurs concerne aussi aujourd'hui les pharmaciens. Parce qu'il y a 2000 pharmacies qui ferment tous les ans, et elles ferment également à l'endroit où on manque déjà aujourd'hui de professionnels. Donc la pharmacie, le pharmacien n'est pas forcément la réponse non plus de proximité qu'on peut avoir. Non, je pense que aujourd'hui, en effet, il y a déjà, on voit les carences, il y a déjà plein de départements où il n'y a pas de service de palliatif qui existe. Donc ça veut dire que déjà, au-delà de la problématique HAD ou autre, il faut juste proposer des réponses aux patients. Et aujourd'hui, les patients ne veulent plus mourir à l'hôpital.
ils veulent mourir à domicile dans des conditions décentes. Je ne rentrerai pas dans les histoires, on va dire, d'éthique. Là, on est vraiment dans du pratico-pratique. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, on fait en sorte que les gens n'aient pas besoin d'appeler les urgences, de faire parfois des centaines de kilomètres pour aller mourir loin de chez eux. Comment est-ce qu'ils peuvent mourir dans les bonnes conditions, et comment on peut les accompagner jusqu'au bout, d'un point de vue technologique, d'un point de vue soin. Et là, on a vraiment en complémentarité la possibilité de rendre des services qui sont vraiment de qualité. Je terminerai juste par rapport au HAD. Aujourd'hui, nous, en tant que PSAD, on travaille déjà beaucoup avec le HAD en complémentaire, parce qu'on amène le matériel qu'ils n'ont pas forcément. Bien sûr. Donc la vraie question n'est pas de savoir, d'opposer. Je pense que là encore, par rapport à ce dont vous parlez, c'est un défi colossal. On parle demain de centaines de milliers de personnes qui vont être dans le 4e âge, quoi. Ça va être une réalité. Et il faut vraiment qu'on s'y prépare. Et c'est maintenant qu'on s'y prépare. C'est pas dans un an ou dans 2 ans. C'est maintenant que ça se passe. Patrice Rixin, donc c'est tout de suite aussi. Oui. Alors, je voulais revenir sur un des propos de Daniel que je partage totalement. C'est que le sujet de la fin de vie ne peut pas être exclusif d'une organisation ou d'une structure. Il y a un tel enjeu. C'est un sujet tellement vaste sur le plan du volume, de nombre de personnes concernées aujourd'hui, concernées demain, mais également en termes de qualité des soins, de la prestation à apporter et d'accompagnement. Le sujet de la fin de vie est un sujet très vaste. Le limiter, le cloisonner uniquement à un seul type d'interlocuteur est complètement réducteur et ne peut pas fonctionner. Et puis un autre élément qui est important, c'est que dans la vraie vie, les gens avant d'être en soins palliatifs, peut-être qu'ils ont des phases d'hospitalisation, mais ils ont souvent été pris en charge à domicile avant, par des infirmiers libéraux, par des prestataires de santé, quand il y a la nécessité d'appareiller les patients. Il y a un facteur de confiance, il y a une connaissance, ça rassure, ça amène des conditions, je dirais, dans la mesure du possible, pas de sérénité, mais ça adoucit les conditions de fin de vie. Quand vous changez les habitudes des gens en fin de vie, quand vous les perturbez, quand vous leur amenez des interlocuteurs qu'ils ne connaissent pas, c'est un traumatisme. Il faut intégrer dans ce sujet de la fin de vie le facteur humain et essayer de préserver au maximum la dignité, l'intégrité et rassurer la personne. Et c'est en maintenant les choses telles qu'elles sont, autant se faire se peut, qu'on y contribue également. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, ce n'est pas une solution exclusive d'un interlocuteur, c'est une solution qui doit être apportée par une chaîne d'interlocuteurs et chacun doit intervenir s'il a une plus-value, s'il apporte quelque chose de complémentaire pour le patient, pour son bien-être et pour l'accompagner le plus décemment et le mieux possible. C'est vraiment important. Merci. Alors, dernier point, Daniel Guilherme, dans les négos que vous allez avoir avec la CNAM, cette question du maintien à domicile tient une place importante ou pas en termes de formation, par exemple, continue ou de tarification, bien sûr? Je vais commencer par la tarification. On a, nous, révolutionné en tout cas la prise en charge de nos patients dépendants en 2019. On a signé un avenant, qui était l'avenant numéro 6 à la Convention nationale des infirmiers en mars 2019. Et on a forfaitisé en tout cas des prises en charge qui, jusqu'alors, étaient des prises en charge effectuées à l'acte. Notre objectif était en fait de devancer en tout cas le courant qui s'inscrit aujourd'hui partout, qui est la forfaitisation. Ouais. Donc on a préféré, nous, être proactifs dans la négociation plutôt que de subir à terme une forfaitisation imposée. Donc on l'a négocié à nos conditions. Elle est sortie en fait de nulle part, puisqu'en fait le modèle n'existait pas. On l'a créé. Le modèle est aujourd'hui imparfait, avec quelques années de recul, il nécessite en fait quelques corrections. Et l'objet en fait des négociations qui s'ouvrent en fin d'année, c'est aussi en fait de corriger le tir, et notamment au niveau des prises en charge lourdes, des prises en charge très techniques qui nécessitent en fait des interventions pluriquotidiennes, etc. Donc là, on va effectivement modifier, je pense, la modalité de prise en charge de ce profil de patient. Maintenant, pour ce qui concerne la formation, nous sommes dans le cadre d'une réingénierie de notre diplôme, attendue depuis 10 ans. On avait un référentiel d'activité de compétences qui date de 2009. Depuis 2009, les choses ont évolué, les modalités de prise en charge ont évolué, et aujourd'hui, en fait, il faut moderniser tout ça. Donc, on va en fait modifier le cadre législatif et réglementaire de la profession, puisque Frédéric Valtou nous a promis une loi infirmière, ce qui est historique. D'accord. Donc cette loi infirmière va définir le métier, et dans des décrets et arrêtés derrière, on aura en fait les référentiels d'activité de compétences et le référentiel de formation. Donc tout ça doit se faire cette année,
Et on devrait avoir normalement ce référentiel à l'automne. Pourquoi ? Parce que la promotion en fait 2025 va arriver en septembre 2025 et il faut préparer en fait ce changement de formation. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une phase mutation profonde de la profession et ce qu'on a en tout cas nous comme élément aujourd'hui, c'est une augmentation en tout cas des prérogatives autonomes des infirmières. C'est-à-dire qu'on va avoir des consultations infirmières. On va avoir en fait des droits de prescription plus étendus, etc., etc. Alors deux facteurs qui ont accéléré un peu les choses. Évidemment la désertification médicale, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les volumes auxquels on va avoir affaire. Donc il faut vraiment qu'on se mette en ordre de bataille les uns les autres. Et cette réingénierie pour nous du diplôme est un élément essentiel du plan de bataille qui est en train de se mettre en place. D'accord. Ok. Donc j'en retiens qu'en dépit des contraintes budgétaires fortes, des vents favorables soufflent plutôt sur la profession actuellement. Alors, À vérifier. d'aucuns ne diraient pas ça parce qu'on est traversé par quelques mouvements sociaux. Ouais. On a un problème aujourd'hui qui est un problème de temporalité. C'est-à-dire que le temps de l'administration et le temps du ministère n'est pas le temps d'une infirmière. Une infirmière, elle regarde ce qu'elle fait dans sa journée, dans sa semaine, et puis voilà. Alors nous, on est dans des discussions qui sont entamées depuis déjà longtemps. Les mesures vont se mettre en place progressivement, et il ne va pas y avoir d'impact immédiat au niveau de l'activité de l'infirmière. Alors aujourd'hui, dans les mouvements qu'on voit, on a effectivement des revendications financières avec des augmentations de la lettre clé. Nous, notre objectif est d'anticiper la transformation de la profession et de valoriser cette transformation de la profession. Pour nous, ça n'a pas de sens d'augmenter en fait la valeur d'actes qui vont disparaître demain. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, c'est un problème de cohérence de mon point de vue, et c'est ce qui nous amène à ne pas être tout à fait sur la ligne en tout cas les lignes défendues par les collectifs qu'on voit émerger, etc. Parce qu'on a nous ça en tête. D'accord. Donc, on est vraiment dans une forme d'anticipation. Ceci dit, certaines revendications portées par ces mouvements sociaux sont tout à fait légitimes. Bien sûr. En conclusion, Patrice Rixin, Pierre Boursier, vous voulez intervenir sur ce... Alors écoutez, on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe au niveau de la profession d'infirmier. Ouais. On appelle de nos voeux qu'une telle dynamique, une même dynamique s'instaure aussi pour les prestataires de santé qui ont aussi leur sujet. On n'est pas là pour l'évoquer lors de ce point, mais en tout cas, ces questions-là de faire évoluer nos professions, leur reconnaissance, leur modalité de fonctionnement pour répondre encore une fois à ce qu'évoque très bien Daniel, c'est-à-dire les enjeux démographiques. Ouais. Tout ça, effectivement, en conclusion, il y a un parallélisme, je dirais, entre nos deux professions et on regarde avec beaucoup d'attention et on espère qu'on pourra également embarquer ce train-là. Pierre Boursier. Oui, je dirais que une profession qui va bien ou qui va mieux, pour nous, ça peut être qu'important parce que c'est nos partenaires de tous les jours. Donc, bien entendu, chacun ses revendications, mais on espère que les vôtres vont aboutir parce que c'est toujours très très important. Bon, nous, en tant que prestataires de santé à domicile, on est vraiment tout au bout de la chaîne. Donc, généralement, il ne reste plus grand-chose pour nous à l'arrivée, voire plutôt rien. Mais c'est pas forcément le débat du jour à ce niveau-là. Ce que je veux juste rajouter, c'est le défi technologique. On n'en a peut-être pas parlé, mais aujourd'hui, nous, on vit avec ça, avec le matériel. On a quand même des matériels de plus en plus techniques, heureusement de plus en plus performants. Et c'est important aussi pour les infirmiers libéraux d'intégrer la nécessité, et là c'est plutôt notre boulot, de faire en sorte de les former le mieux possible parce que les enjeux vont vite, la technologie va super vite, et en tout cas beaucoup plus vite que les lois ou que le PFLSS qui est voté tous les ans, quoi. Donc ça aussi, c'est une dimension à prendre en compte qui est très importante dans le métier de tous les jours des infirmiers, et bien sûr le nôtre aussi. Merci à tous les trois. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.